Le projet que je vais présenter vise à étudier le rôle du genre et des inégalités sociales dans la relation entre nutrition et cancer au cours de la vie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le cancer est aujourd'hui la première cause de mortalité en France, mais ce n'est pas une fatalité. Le Fonds mondial de la recherche pour le cancer a estimé que 30 à 40% des cancers les plus fréquents pourraient être évités si les populations adoptaient une alimentation et une activité physique respectueuses des recommandations, justifiant ainsi les actions d'éducation pour la santé mises en place dans les politiques de santé publique. Dans le même temps, on a des recherches qui nous montrent des relations entre le niveau socio-économique des individus et la survenue ou la rechute d'un cancer. Vous avez ici le taux de survie de femmes ayant eu un cancer à différentes périodes et on voit que ce taux de survie augmente au fur et à mesure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on constate que les femmes pauvres ont un taux de survie systématiquement inférieure aux femmes riches. Et on voit que la relation est assez linéaire à travers les catégories socio-économiques. Et malheureusement, on constate que la pente de cette droite a plutôt tendance à s'accentuer. Donc les inégalités sociales en termes de santé à se creuser, faisant donc de la prévention du cancer un défi de société. Effectivement, des disparités socio-économiques existent et la contrainte alimentaire a été montrée comme entraînant une plus faible consommation de vitamine C, mais par exemple une plus grande consommation d'aliments à forte densité énergétique. Ça ne nous étonnera donc pas de voir que l'obésité augmente à mesure que le revenu diminue. Et c'est un problème auquel se heurtent les politiques de santé publique par l'éducation à la santé, qui n'arrivent pas à toucher les populations de faible niveau socio-économique, et notamment un rapport sur le PNNS a mis en évidence que le risque était réel d'augmenter les inégalités sociales de santé en termes d'alimentation et d'activité physique, tout en améliorant la situation de la population générale au détriment des publics les plus en difficulté. Des disparités socio-économiques, mais pas seulement, également des disparités liées au genre. On constate que les hommes ont une mortalité plus importante que les femmes et que la mortalité des hommes est beaucoup plus liée au gradient social que celle des femmes. Également, des disparités hommes-femmes au niveau de l'alimentation. Les femmes sont dans une plus grande insécurité alimentaire que les hommes, surtout dû au fait qu'elles sont plus souvent dans des familles monoparentales. Et en revanche, elles arrivent à maintenir une plus grande diversité alimentaire que les hommes. Donc, fort de ces constats, nous avons fait plusieurs hypothèses. Donc, la nutrition a été est aujourd'hui montrée comme pouvant promouvoir ou au contraire prévenir la survenue de cancer. Et donc, nous faisons l'hypothèse que les conditions sociales et économiques dans lesquelles les individus naissent, grandissent et vieillissent, ainsi que le fait qu'ils soient hommes ou femmes, va influencer leur alimentation, leur activité physique au cours de la vie, qui va être ensuite promoteur ou protecteur vis-à-vis du cancer. Et l'autre hypothèse que nous faisons, c'est que le genre est une construction sociale et donc pris dans les individus. Le genre n'est pas séparé, bien sûr, des conditions économiques et sociales dans lesquelles les individus évoluent. Et donc, il y a donc un lien entre genre et déterminants sociaux. Et c'est l'épidémiologie donc biographique qui va nous permettre de tester ces hypothèses en intégrant donc des données au cours de la vie des individus. À notre connaissance, il n'y a pas d'études sur nutrition et cancer qui a utilisé ce type d'approche. Donc l'objectif principal du programme est d'étudier l'influence des déterminants sociaux liés au genre sur la relation entre nutrition au cours de la vie et la survenue d'un cancer à l'âge adulte.
Pour cela, nous allons tout d'abord établir des trajectoires ou des profils alimentaires au cours de la vie, également qui pourraient intégrer de l'activité physique et qui seraient marqués par le genre et qui pourraient expliquer des différences d'incidence de cancer chez les hommes et chez les femmes. Et ensuite, nous allons tester quelle est la part expliquée par les déterminants sociaux dans cette relation entre les profils alimentaires identifiés et la survenue d'un cancer. Nous allons nous demander si le poids et la nature des déterminants sociaux diffèrent chez les hommes et chez les femmes. Enfin, nous examinerons quels sont les déterminants sociaux qui sont liés à ces profils alimentaires plus typiques chez les hommes ou plus typiques chez les femmes. Nous allons exploiter les données de la cohorte de naissance britannique 1958 qui a inclus tous les enfants nés pendant une semaine de mars 1958, environ donc 18 000, et qui a suivi ces enfants donc à des âges successifs. Il y a eu 7 enquêtes jusqu'à aujourd'hui. La dernière a été faite lorsque les individus avaient 50 ans et à cet âge-là, 536 cancers étaient déclarés. Et bien sûr, toutes les données à plusieurs reprises ont été enregistrées de consommation alimentaire, d'habitudes de vie, de déterminants sociaux. Ainsi, donc, ces données, l'exploitation de ces données pourrait nous permettre de montrer que la nutrition est un médiateur de la relation entre des déterminants sociaux liés au genre et la survenue de cancer. Ces résultats pourraient montrer l'importance d'intégrer le rôle du genre et des déterminants sociaux dans les problématiques de recherche et de prévention du cancer et à un niveau plus concret d'intégrer donc des actions pour éduquer à la santé tout en visant à réduire les inégalités sociales en étant donc plus ancré dans la réalité sociale et économique des individus et également en visant aussi des genres, en particulier hommes ou femmes. Et les résultats de ces recherches pourront aussi alimenter un programme qui est mis en place par l'équipe, Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé et qui vise justement à trouver des types d'actions qui vont réduire les inégalités sociales de santé tout en améliorant donc la santé des populations les plus défavorisées. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Muriel Darnaud-Derry, donc je vais vous présenter ce projet qui porte sur l'impact de la nutrition préconceptionnelle et d'un stress psychosocial précoce et qui vise à de prendre en considération plus particulièrement les différences de vulnérabilité selon le sexe. Alors, mes collègues précédents m'ont bien aidé, donc j'espère que je vais pouvoir aller 3 fois plus vite du coup. Donc, comme vous le savez, il existe de fortes inégalités sociales dans nos sociétés. Ces inégalités sociales impactent directement la santé des individus. Et je n'ai pas de pointeur. Ah, il est un peu loin. Et donc, comme vous pouvez le voir en haut, donc comme vous pouvez le voir sur cette étude, la prévalence de l'obésité entre des sujets ayant un faible statut socio-économique ou un fort statut socio-économique est importante, puisque en ce qui concerne l'obésité, il y a entre 2 et 5 fois plus de risques de présenter une obésité quand on compare des populations pauvres ou aisées. Et ceci dans la plupart des pays, ici les pays d'Europe. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette vulnérabilité aux effets des inégalités sociales est parfois différente entre les hommes et les femmes. Et on peut le voir en particulier en France, les femmes, en fonction de leur niveau socio-économique, vont présenter un risque d'obésité qui va être encore plus important que chez les hommes. Donc on sait que ces femmes un grand nombre de femmes sont en surpoids dans les sociétés modernes et qu'un nombre important de ces femmes se trouvent en âge de procréer. Et donc ces perturbations peuvent impacter directement sur le devenir de leur progéniture, de leurs enfants. Donc là encore, on sait très bien, justement au niveau développemental, qu'il existe des périodes critiques au cours du développement,
fétale, mais aussi au cours du développement postnatal, pendant l'enfance. Et ces périodes critiques sont des périodes pendant lesquelles il va y avoir une très très forte sensibilité aux facteurs environnementaux. Et donc avoir un effet sur la santé à long terme de l'individu. Donc là, je vous représente ce que m'a présenté mon collègue nantais tout à l'heure. On sait bien que le retard de croissance intra-utérin, qui peut être entre autres provoqué par une sous-nutrition pendant la période fétale, peut avoir une incidence à long terme sur la vulnérabilité à certaines maladies, puisqu'on sait que les travaux de Parker ont montré qu'un faible poids de naissance, un retard intra-utérin, était associé à une augmentation forte de la probabilité de développer des pathologies cardiovasculaires, par exemple, à l'âge adulte, donc voire 50 ans plus tard. On sait sur le plan émotionnel, cette fois, que l'environnement précoce, et en particulier l'exposition à des stress psychosociaux pendant l'enfance, constitue un facteur de risque majeur au développement à l'âge adulte de troubles de l'humeur tels que l'anxiété ou la dépression. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre étude sera de déterminer quel est l'impact d'un environnement précoce défavorable sur la vulnérabilité à l'obésité en particulier. Et essayer d'aborder également les mécanismes épigénétiques qui pourraient sous-tendre cette trace laissée par un environnement précoce sur des pathologies à l'âge adulte. Donc les facteurs auxquels nous allons nous intéresser sont d'une part un facteur lié au statut pondéral, à l'histoire pondérale maternelle. En effet, je vous ai dit que les femmes un nombre important de femmes en âge de procréer se trouvent en surpoids actuellement. Et associé à ce statut-là, on a une certaine incitation à faire des régimes afin de perdre du poids pour améliorer la fertilité d'une part, mais aussi pour améliorer les effets négatifs liés au surpoids pendant la grossesse. Et finalement, bien qu'on connaisse très bien l'impact de l'obésité maternelle sur des variables métaboliques sur la descendance, on connaît mal l'incidence de ces régimes préconceptionnels sur le statut métabolique et la vulnérabilité à l'obésité chez la descendance. Par ailleurs, sur le plan du stress psychosocial, comme je vous le disais, on connaît bien les effets à long terme sur la vulnérabilité émotionnelle au niveau anxieux et dépressif. Par contre, on connaît encore mal quel est l'impact au niveau de la vulnérabilité à l'obésité. Donc, chez l'humain, il est difficile d'étudier les rôles causaux des facteurs précoces, ce type de facteurs précoces sur l'émergence de pathologies de façon directe. Et à ce niveau-là, les modèles animaux apparaissent comme des outils intéressants pour évaluer les effets propres et les effets combinés de ce type de facteurs. Et donc c'est la stratégie que nous allons adopter dans un premier temps, à savoir nous allons étudier un modèle animal de manipulation de l'environnement précoce. Concernant la trajectoire pondérale maternelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier des souris, qui seront des souris qui auront été soit nourries avec un régime standard classique, soit avec un régime obésifiant. Et suite à l'instauration de cette obésité, on leur fera perdre du poids. Et à l'issue de ça, ces femelles seront mises en accouplement et nous étudierons donc la descendance de ces femelles avec une histoire pondérale différente. Au niveau de l'aspect de la manipulation d'un stress psychosocial, le rongeur est un animal qui est un mammifère et comme de nombreux mammifères, le rôle du soin parental est très important, mais le petit raton ou la petite souris naissent très très immatures et donc les soins parentaux sont essentiels au développement neurobiologique et physiologique de la progéniture. Et donc le modèle que nous allons utiliser, qui est un modèle classique dans la littérature, consistera à étudier l'impact de la séparation maternelle chronique, qui consiste à séparer 3 heures par jour pendant les 15 premiers jours de vie, les mères et leurs petits. Donc ça mimera une carence de soins maternels. Et
nous étudierons ensuite sur ces différents groupes expérimentaux l'impact sur la vulnérabilité à l'obésité chez la descendance femelle et la descendance mâle. Donc les manipulations de l'environnement précoce, l'impact sur l'obésité sera étudié donc sur cette descendance à l'âge adulte, à partir de 3 mois. Nous étudierons leur vulnérabilité à développer une obésité suite à l'exposition à un régime obésogène. Nous étudierons leur poids, différents marqueurs métaboliques. Et nous étudierons également leur motivation alimentaire. Donc ça, nous le ferons dans des protocoles de conditionnement opérant. Donc en fait, tout simplement, l'animal, donc ici un rat, mais voilà, vous imaginez une souris, doit travailler pour obtenir une récompense, qui sera une récompense alimentaire, plus ou moins palatable. Et finalement, ce qui est intéressant avec ce type de procédure, c'est qu'on peut augmenter la difficulté de la tâche en demandant à l'animal d'appuyer un nombre de fois croissant pour obtenir la récompense alimentaire. Et en fait, on peut mesurer directement l'intensité de sa motivation en mesurant l'effort qu'il est prêt à fournir pour obtenir la récompense alimentaire. Chez ces mêmes animaux, à la suite de ces études comportementales, nous récupérons des tissus en nous focalisant sur 3 tissus d'intérêt. Donc d'une part l'hypothalamus, qui est une région importante dans la régulation de la prise alimentaire, le foie et du sang. Et nous étudierons l'expression de gènes de la machinerie épigénétique, qui est en fait finalement les processus par lesquels des empreintes précoces peuvent modifier le fonctionnement des gènes à long terme. En nous attachant par exemple à des enzymes qui modifient donc les histones tels que des acétyltransférases, des déacétylases. Donc c'est une modification du fonctionnement des gènes sans modifier bien sûr la séquence des gènes. Dans un deuxième temps, notre projet vise également à avoir une vision aussi au niveau des données, bien sûr, humaines. Et pour cela, nous allons travailler sur la cohorte que ma collègue vous avait présentée tout à l'heure, qui est la cohorte britannique de 1958, donc, qui vous a été décrite. Et pour aborder la question du stress psychosocial dans l'enfance, ce qui est intéressant dans cette population, en fait, c'est qu'il y a eu une évaluation prospective de l'adversité pendant l'enfance. C'est-à-dire qu'en général, quand on étudie les liens entre stress psychosocial et pathologie à l'âge adulte, c'est rétrospectif. C'est-à-dire qu'il y a une maladie chez l'adulte et il se rappelle d'un vécu ancien. Là, ce qui s'est passé dans cette cohorte, c'est qu'à l'âge de 7 ans, donc dans les années 60, il y a eu des questionnaires qui ont été effectués et on a évalué l'adversité chez ces enfants à travers des items tels que la vie dans une institution sociale, la négligence physique, des problèmes avec la justice, la séparation parentale, la maladie mentale ou l'addiction. Et donc on peut caractériser le niveau d'adversité auquel ils ont été soumis. Concernant la trajectoire pondérale maternelle, nous aurons accès à l'indice de masse corporelle de la mère. Et nous étudierons, et donc par des analyses épidémiologiques, nos collaborateurs évalueront les liens entre l'adversité dans l'enfance, l'IMC maternelle et l'IMC à l'âge adulte, les habitudes alimentaires et des marqueurs métaboliques chez les descendants adultes. Donc voilà, je vous remercie. Donc cette étude va mettre en jeu 3 partenaires. Donc notre labo pour les aspects de manipulation précoce chez l'animal et les études comportementales, le laboratoire de biologie du développement et reproduction avec Claudine Julien et Anne Gabory pour les aspects épigénétiques, et le laboratoire d'épidémiologie analysée en santé publique avec particulièrement Cyril Delpierre pour toute l'analyse sur la cohorte de 1958. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, David Thivel, je vais essayer de vous retranscrire au mieux que possible le projet qui a été proposé donc, par le professeur Pascal Duché et financé par le fonds, au nom de toute l'équipe AMEDEP de Clermont-Ferrand, donc des adaptations métaboliques à l'exercice en conditions physiopathologiques. On voulait remercier le fonds et l'ensemble des acteurs pour le soutien qu'ils apportent à ce projet. Donc nous avons une approche qui est plutôt particulière ou qui se détache un petit peu de celle qui nous a été présentée jusqu'alors. Jusqu'alors, les projets s'intéressent vraiment à la nutrition en elle-même. Nous prenons la nutrition comme une conséquence d'une intervention énergétique, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Notre projet, le projet de Pascal Duché, s'intéresse aux régulations de la prise alimentaire par l'activité physique chez les adolescents obèses, et notamment cette question qui va être l'influence du sexe de l'adolescent.
De manière classique, la balance énergétique est considérée comme étant composée de 2 facteurs séparés, que sont la prise énergétique d'un côté et la dépense énergétique de l'autre. Et plusieurs études, notamment depuis la fin des années 80 et les études de John Blundell à Leeds et de Neil King à Brisbane, ont développé des conceptions montrant que ces 2 acteurs ne sont pas interdépendants et qu'il y aurait une interaction montrant que l'exercice physique, de par notamment la dépense énergétique qu'il peut générer, aujourd'hui on part aussi sur les aspects de sédentarité et la dépense énergétique qu'elles ingèrent, peuvent avoir des régulations aussi bien à long terme, partant sur notamment les modifications des stocks et de la composition corporelle, que sur des signaux beaucoup plus rapides à court terme, notamment avec le système gastro-intestinal, peuvent avoir donc une implication involontaire et inconsciente sur la prise alimentaire des sujets. Aujourd'hui, le professeur Blundell a développé ce modèle publié récemment, en fin 2012, montrant des relations très claires aussi bien à court terme et à long terme, mais toutes ces relations ont été établies chez l'adulte, mince et obèse. Aucune donnée n'était réellement existante chez l'adolescent obèse jusqu'à la fin des années 2000. Et donc nous avons mis en place dans l'équipe, et notamment en collaboration avec le laboratoire de nutrition humaine de Clermont-Ferrand et le docteur Béatrice Moriot, plusieurs projets expérimentaux suivant tout le temps la même méthodologie pour être assez proche chaque fois dans la réplication de nos résultats. Nous avons mis en évidence un effet qui serait anorexigène de l'exercice intense. L'exercice intense qui donc serait à plus de 70% des aptitudes maximales des sujets. Cet effet anorexigène a été retrouvé à plusieurs reprises sur plusieurs cohortes et lors de plusieurs protocoles différents. Et récemment, nous avons pu mettre en place, alors l'équipe canadienne de Taman et Bellissimo avait souligné déjà un petit peu certains résultats comparant des adolescents minces avec des adolescents obèses, et en reprenant exactement le même protocole que nous avions élaboré chez des adolescents uniquement obèses, nous avons mis en évidence que les adolescents minces n'avaient pas l'expérience de cet effet anorexigène. C'est-à-dire que la condition pathologique qu'est l'obésité chez l'adolescent obèse serait la raison, en tout cas serait le critère déterminant pour observer cet effet anorexigène de l'exercice, les minces ne diminuant absolument pas leur prise énergétique. La littérature nous montre, notamment à travers les données récentes, mais sur un échantillon limité de Bozinovski, uniquement chez des adolescentes et des adolescents minces, que les filles les filles normopondérées auraient une tendance à consommer plus après un exercice physique que les adolescents obèses, les adolescents minces, donc garçons. Nous n'avons pas de réelle explication pour le moment physiologique. Ceci irait en tout cas dans le sens des résultats qui sont avancés chez les adultes où les femmes après un exercice physique, qu'elles soient obèses ou non obèses, montreraient une tendance à une surconsommation alimentaire par rapport à des hommes. Cependant, aucune donnée n'existe quant à l'impact du genre sur cette régulation post-exercice chez des adolescents obèses et non plus sur des pertes de poids. Tous ces protocoles-là ont été faits uniquement en aigu, c'est-à-dire à un moment T et à aucun moment répliqué après une perte de poids. De premiers travaux que nous avons faits en collaboration avec le professeur Blundell nous montreraient que chez l'adolescent obèse, la régulation de la prise énergétique, qu'elle soit post-exercice ou non, ne serait pas sous un contrôle homéostatique, c'est-à-dire que l'aspect hédonique, le rapport à l'alimentation, primerait par rapport aux régulations physiologiques de la prise alimentaire. Ce sont des données, puisque nous avons montré que le métabolisme de base, notamment chez les adolescents, garçons comme filles, n'était pas un prédicateur de la prise énergétique ad libitum. En revanche, si on regarde l'étape supérieure du modèle, c'est-à-dire les facteurs explicatifs physiologiques, autant les équipes, donc notamment de Blundell et King, ont bien démontré l'impact de l'exercice physique sur notamment les gastropeptides qui étaient impliqués dans la régulation de la prise alimentaire. Ueda et al. Ont même montré que chez les adultes obèses et minces, l'exercice physique allait avoir un impact dessus, et notamment chez les adultes en surpoids et obèses, par exemple, allait optimiser l'impact du PYY ou encore du GLP-1, ce qui expliquerait après un exercice intense, l'effet anorexigène de ce dernier chez des adultes obèses. En revanche, aucune donnée n'est pour l'heure disponible quant aux effets physiologiques d'un exercice sur les régulations, notamment gastro-intestinales, de la prise alimentaire, que ce soit donc chez des adolescents minces ou obèses. Quels sont les objectifs de ce travail ? Dans un premier temps, de comparer les adaptations nutritionnelles pour établir une grande famille dans lesquelles nous avons les sensations, la prise énergétique, les préférences alimentaires, mais également les facteurs hormonaux explicatifs et impliqués dans la régulation de la prise alimentaire.
suite à un exercice physique et une condition repos entre des adolescents et des adolescentes obèses. Des pré-résultats d'une étude, mais avec un échantillon très limité, nous montreraient que les garçons et les filles en statut d'obésité réagissent de la même manière en termes de régulation de la prise alimentaire après un exercice ou non. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence, et là je tiens à le préciser, en termes de sensation de faim et de prise énergétique quantitative. En revanche, aucune donnée n'existe quant aux régulations hormonales. Il ne serait pas étonnant d'observer une différence de régulation hormonale entre les garçons et les filles obèses, alors qu'aucune différence n'apparaît ensuite de manière conséquente avec les sensations de faim et la prise énergétique. C'est notamment le fameux découplage entre la prise énergétique et les régulations hormonales qui a été observé par les équipes de Chaput et Doucet au Canada récemment. Ce serait donc pour la première fois de mettre en évidence ces facteurs hormonaux au repos et post-exercice entre les garçons et les filles obèses. Et ensuite de comparer l'impact d'un programme d'activité physique sur ces diverses adaptations nutritionnelles entre les deux. Peut-être qu'effectivement, on va voir qu'une perte de masse corporelle et peut-être une perte de masse grasse en fonction de sa localisation, puisqu'elle n'est pas la même chez les garçons et chez les filles, va avoir un impact. Très certainement, on peut s'attendre à ne pas avoir de différence, encore une fois, entre les garçons et les filles quant aux sensations de faim et à la prise énergétique. Par contre, les facteurs hormonaux peuvent, eux, aussi bien à court terme ou à long terme, avec la leptine, les stockades IPE, etc., peuvent être, eux, impactés par cette perte de poids de manière différenciée entre les garçons et les filles. C'est ce qu'il nous reste à découvrir. La méthode est simple. Nous allons recruter 15 adolescents obèses et 15 adolescentes. Je serai dans les temps. Dont le statut d'activité sera non actif. On pourrait prendre le qualificatif de sédentaire, même si la définition évolue énormément ces derniers temps. Et absence de troubles alimentaires, bien entendu. Après une visite d'inclusion, l'évaluation de leurs aptitudes cardiovasculaires et de la composition corporelle par DEXA, une première journée contrôle, alors je vais aller un petit peu plus vite, je dois pouvoir mettre la description de la journée tout de suite, une première journée contrôle, où là ils auront un petit déjeuner standardisé, un repas ad libitum à midi, et un repas qui sera évalué uniquement par Suvimax le soir pour des raisons pratiques, et tout au long de la journée, le relevé de leur sensation de faim, et des facteurs, une cinétique des facteurs hormonaux impliqués dans la régulation de la prise alimentaire, et de manière randomisée, la même session, mais cette fois-ci nommée exercice, avec, à 11h, l'apparition d'un exercice qui va correspondre au modèle qu'on a développé, c'est-à-dire à peu près 70% de leur capacité maximale. Normalement, ce devrait être de l'intermittent pour faciliter la réalisation par tous de cet exercice en 3x10 ou 3x11 minutes. Et après 3 mois de prise en charge uniquement par l'activité physique, sans aucune restriction énergétique, le protocole sera à nouveau réalisé pour voir si la relation entre la prise alimentaire et les facteurs hormonaux, dans un premier temps sans exercice, mais également cette relation post-exercice, est modifiée chez les adolescents, et si oui, est-ce qu'elle l'est de manière différenciée entre des adolescents obèses et des adolescentes obèses. Donc les résultats attendus, du coup, je viens de vous les dire en même temps que je vous déterminais le protocole. Je tiens à souligner l'implication de plusieurs laboratoires, donc déjà le laboratoire AMED-EP de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, mais également l'unité de nutrition humaine de Clermont-Ferrand et les services de médecine du sport et de pédiatrie du CHU de Clermont-Ferrand, ce qui montre bien la transdisciplinarité de ce protocole. Je vous remercie. Donc bonjour, je suis Valérie Grandjean, je travaille dans un laboratoire de recherche fondamentale. Donc j'espère que je ne vais pas vous choquer, ça va être un petit peu différent des autres présentations. Donc notre recherche porte notamment sur le rôle de molécules d'ARN dans la transmission paternelle de maladies métaboliques. Donc cette recherche sera effectuée en partenariat avec le centre de recherche à l'hôpital Larcher, dirigé par Mohamed Benhamed. Donc très simplement, mince, ça commence très bien. Donc vous savez que l'obésité est une maladie complexe dont les causes sont multiples. Vous avez vu donc l'importance de l'hygiène de vie, l'importance des composantes familiales, et je voudrais, moi, m'intéresser, notre projet s'intéresse plus particulièrement aux composantes héréditaires. Et sur une hérédité tout à fait singulière, puisqu'il s'agit d'une hérédité de phénotypes nouvellement acquis. Je m'explique. Donc, chez l'homme, de nombreuses études épidémiologiques montrent de plus en plus que l'alimentation des parents joue un rôle important
dans la survenue de l'obésité. Et ce concept, qui est donc de l'hérédité de caractère nouvellement acquis, est un concept tout à fait nouveau. Et il est donc évident que l'homme, pour étudier les mécanismes moléculaires qui sont complètement inconnus, est un très mauvais modèle expérimental. Et c'est pour ça donc que beaucoup d'études ont été réalisées chez le rat et la souris. Et également chez ces animaux, toutes les études pour l'instant qui ont été publiées à ce sujet tendent à montrer que l'alimentation de la mère, mais également du père, influence grandement le poids des enfants et la survenue de l'obésité. Mais malgré toutes ces études, en fait, la nature réelle du signal inducteur est complètement inconnue. Évidemment, donc, quand on parle d'hérédité, on parle d'hérédité génétique, mais ici, nous sommes dans un cas complètement différent, puisqu'il s'agit d'hérédité de caractère nouvellement acquis. Donc l'hérédité génétique peut difficilement s'appliquer, puisque un parent, le père par exemple, va transmettre à son enfant une séquence génomique, mais dans le cas présent, donc, va également transmettre des modifications qu'il a acquises au cours de sa vie. Et ces modifications sont en fait des modifications de l'expression des gènes. Expression des gènes qui, en fait, peuvent être régulés par ce que l'on appelle des composants épigénétiques, structure de la chromatide, donc ça je passe. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le rôle des molécules d'ARN dans ce processus d'hérédité. Donc pourquoi nous sommes intéressés aux molécules d'ARN? En fait, au laboratoire, donc, nous avons réalisé des expériences chez la souris où donc on micro-injecte dans un embryon de souris des petites molécules d'ARN avec des séquences très précises. Et selon les molécules d'ARN qui sont injectées dans l'œuf, nous avons apparition de phénotypes complètement différents. Dans un cas, on va avoir des pattes et une queue blanche. Dans un autre cas, donc une hypertrophie cardiaque, ou alors le gigantisme. Et ce qui est important ici, en fait, de souligner, c'est que tous ces phénotypes sont héréditaires. Donc, fort de ces résultats, nous sommes demandés si, en fait, ces molécules d'ARN pouvaient être un vecteur possible de la transmission paternelle de maladies métaboliques comme l'obésité. Pourquoi? Parce que l'on sait que lorsque l'on nourrit une souris avec une alimentation grasse, les animaux qui dérivent donc de ce père, qui sont donc soumis à un régime normal, ces animaux vont développer, comme le père, une obésité et des signes de diabète. Donc pour essayer de comprendre ce type de transmission, nous sommes dit que nous allions prendre l'ARN de testicules de ces animaux obèses et l'injecter dans des embryons de souris complètement normaux. Et ensuite, analyser le phénotype des souris qui dérivent de ces embryons micro-injectés. Et aux surprises, on s'est aperçu en fait que ces souris, malgré qu'elles étaient soumises à un régime complètement normal, développaient à l'âge adulte une obésité et un diabète de type 2. Donc, qui sous-entendait que l'ARN était un vecteur possible de la transmission paternelle de l'obésité. Maintenant, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est quelles sont donc ces molécules d'ARN. Il nous faut donc identifier ces molécules d'ARN. Et c'est l'objectif numéro 1 du projet, qui sera donc réalisé en fait en comparant l'expression de ces différentes molécules en réponse à un régime riche en graisse. Et également, donc, nous essaierons de valider le côté potentiel de ce signal inducteur en réalisant des micro-injections dans des embryons fécondés en regardant donc le phénotype des souris obtenues. Donc l'objectif numéro 2 dépend de l'objectif 1, sera de déterminer si les molécules d'ARN modifiées chez la souris le sont également chez l'homme obèse. Ceci donc sera réalisé en collaboration avec le docteur Benhamed, qui nous fournira donc les échantillons de spermatozoïdes d'hommes obèses et normaux, et ce qui nous permettra de définir si les molécules d'ARN identifiées chez la souris sont également modifiées chez l'homme obèse. Donc l'impact attendu de ce projet est d'une part très fondamental,
c'est-à-dire essayer d'avoir une meilleure connaissance des mécanismes moléculaires impliqués dans l'hérédité paternelle de maladies métaboliques, mais également un niveau plus appliqué, d'essayer d'identifier de nouveaux marqueurs biologiques de ces maladies pour identifier les populations à risque. Merci beaucoup. Ce sera testé, c'est-à-dire qu'on va tester des variables du contexte au sens large des individus et on testera des variables psychologiques, au moins si elles sont liées, pour les injecter dans le modèle de manière à ce qu'on enlève en quelque sorte cet effet-là quand on va, de manière à pouvoir tester, nous, notre hypothèse sur les déterminants sociaux. Mais là, je n'ai pas encore testé les variables, donc je ne peux pas vous dire si cette variable est liée, mais effectivement, tout ce qui est d'ordre événement dans la vie, dans l'enfance ou l'adversité notamment qui a été mentionnée aussi, seront testés. Non. En fait, l'expérimentation chez la souris, c'est rapide, mais néanmoins, c'est pas facile d'utiliser différents régimes. Parce que selon que vous avez des graisses saturées, des graisses polyinsaturées, etc. Donc ça sera des graisses saturées, oui, des différences. Vous aurez certainement des réponses très différentes. Oui. Là, on va se pencher sur un seul régime, et ensuite, si on a des réponses vraiment claires au niveau des molécules qui sont impliquées, on pourra peut-être aller voir d'autres régimes. Mais pour l'instant, on va rester focalisé sur un seul régime. On ne peut pas tout faire. Juste un mot avant que nous allions manger. Alors, je le dis, quelques-uns sont partis, j'aurais dû le dire plus tôt, il y a un petit peu à manger. Je n'ai pas envie de prononcer une conclusion, parce que vous aurez tous compris qu'aujourd'hui, on ne conclut pas, on démarre. Et évidemment, c'est le temps 1 de quelque chose de prometteur, je pense, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre. Et j'ai envie de remercier globalement les porteurs de projets, parce qu'évidemment on a eu 11 belles présentations ce matin. J'ai également envie de remercier les bénévoles qui sont dans cette salle, gens d'entreprise, scientifiques, etc., et qui ont participé à la sélection de ces projets. Franchement, un grand merci à vous, et j'ai même envie qu'on les applaudisse, parce qu'ils donnent de leur temps gratuitement. Voilà. Et j'ai envie de revenir sur un dernier point qui m'a, moi, interpellé, c'est le fait que vous nous ayez remerciés, nombreux. Vous l'avez presque tous fait, ceux qui ne l'ont pas fait y ont pensé, forcément. Beaucoup de projets vont se faire avec nous. Ils ne se seraient sans doute pas faits sans nous. Donc c'est dire que ça souligne la valeur d'utilité du fonds, et ça souligne le fait que peut-être il est un acteur tout à fait décisif pour développer les connaissances par ces appels à projets, dont je pense à titre personnel, et je ne suis pas le seul, je le sais, à considérer qu'il se situe vraiment au cœur de son métier. Je le dis à l'attention de nos généreux donateurs. Nous essayons depuis notre création, depuis 2 ans, de faire œuvre d'utilité. Je crois vraiment que nous avons une place décisive pour aller financer des projets qui, une fois, ne le seraient pas si nous n'étions pas là. Donc, je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas encore... On ouvre une page, on ne la referme pas, donc on ne peut pas produire du jour pour le lendemain des résultats et des évolutions majeures de connaissances. Mais, pour autant, d'ailleurs, on va regarder cet après-midi les résultats de l'appel à projet 2011. Pour autant, je crois qu'on est vraiment au cœur de nos missions quand on fait œuvre d'utilité, à la fois pour les consommateurs, donc au service de l'intérêt général, et aussi au service de nos donateurs, c'est-à-dire de l'activité économique prise dans son ensemble. Donc voilà, ce sera le mot de la fin, et je vous invite très volontiers à aller vous restaurer.